Alors, je crois qu'on va pouvoir commencer. Bine ați venit la Institutul Francez, din nou. Aveți pentru traducere, pentru că o să vorbim franceză, aveți un dispositif là. Este bun? Parfait. Pour les autres, je voudrais vous re-souhaiter la bienvenue, vous redire, alors il y a des habitués ici, il y a des gens qui sont là pour la première fois, vous redire que les dialogues européens face à la guerre sont une étape bucarestroise que nous avions grand plaisir avec l'Institut français Paris, avec l'ensemble des partenaires d'organiser depuis avant-hier. Et nous avons aujourd'hui, avec cette table ronde et la suivante, la possibilité de le clore. Pour nous, et en deux mots, c'était l'occasion de pouvoir réfléchir ensemble avec un grand public. Donc il faut pouvoir poser des questions après, bien sûr. Et notre formidable modératrice, Émilie Aubry, pourra vous inviter à le faire à l'issue de cette table ronde. Mais c'est vraiment l'idée du débat d'idées face à des sujets qui sont non seulement importants pour notre collectif, mais aussi pour nous, je crois, chacun, là où il est en tant qu'individu. Il faut pouvoir penser les impacts du monde qui nous entoure. Nous ne sommes pas des gens qui vivons dans nos silos et nous sommes, que nous le voulions ou pas, certains le veulent, certains ne le veulent pas, impactés par toutes les crises qui se succèdent, mais aussi par toutes les évolutions. Et je pense aussi profondément qu'on est capable d'y mettre la main lorsqu'on comprend mieux les choses et quand on entend des experts, on entend aussi des débats se dérouler devant soi. Donc c'est un peu l'idée de cet exercice démocratique finalement que de dire écoutons l'autre et essayons de grandir faire grandir sa propre pensée à partir de ce frottement de l'esprit face à des sujets qui nous entourent. Donc je trouve que c'est extrêmement important et c'est pour ça aussi qu'on est très heureux à l'Institut français de Roumanie d'avoir collectivement organisé ces différents formats, ces différents dialogues qui se terminent donc ce soir. Je vais m'arrêter là en laissant donc la parole et le soin à Émilie de présenter à la fois les étudiants, parce que c'est très important pour nous, les étudiants et les jeunes qui ont, et je les remercie encore une fois, je ne le ferai pas assez, d'avoir été extrêmement présents, d'avoir été actifs et d'avoir saisi toute l'importance de ce que nous faisions ensemble. Et puis en remerciant aussi bien sûr les intervenants qui sont là et que je salue une nouvelle fois. Émilie, je te laisse donc la parole pour présider à tout ça. Merci. Oui, ça marche très bien. Bonjour à tous, merci d'être encore là pour le dernier jour de ces rencontres. Merci infiniment Julien pour cette invitation. Comme je le disais il y a quelques minutes, c'est évidemment passionnant pour nous tous d'être en Roumanie en ce moment, quelques jours seulement après cette aventure électorale qui a été celle que vient de connaître la Roumanie, avec des conséquences évidemment fondamentales pour l'Europe des 27. Et puis, je vais commencer en effet par donner la parole à 3 lycéens du lycée français de Bucarest, où j'ai eu la chance d'être ce matin pour une rencontre avec vos aînés, puisque c'était avec des élèves de première et de terminale, et je crois que vous êtes en seconde. Et alors, il y a 2 Mattei, 2 garçons qui s'appellent Mattei qui sont là, et Pisane, je crois. Je vais vous inviter à nous rejoindre. C'est vous qui allez introduire cette table ronde qui s'intitule comme une dissertation de Sciences Po, la diplomatie variable d'ajustement dans un monde de conflits. Point d'interrogation ou pas, à vous de le décider, et dire aussi à quel point j'ai été impressionnée, j'allais dire, par la maturité démocratique et civique des élèves que j'ai rencontrés ce matin à l'Institut français, ce qui signifie que pouvoir, dès votre âge, faire ses études avec une double ou une triple culture, et dans ce pays qui est la Roumanie, et vivre ce que vous vivez en ce moment depuis l'invasion russe de l'Ukraine à grande échelle et avec cette aventure électorale, je pense que cela vous donne une épaisseur que les petits Français qui font leurs études à Paris de votre âge n'ont, je pense, pas du tout. Voilà, venez nous rejoindre pour cette introduction. Bon, ce micro marche? Oui, il marche. Donc, bonjour, mesdames, messieurs, cher public.
Dans un monde traversé par des conflits multiples, la diplomatie redevient un objet central, mais aussi profondément questionné. Est-elle encore un levier d'action politique ou devient-elle un simple correctif, un supplément dans un monde dominé par les rapports de force? Classiquement, la diplomatie est définie comme l'art de négocier entre États au service de la paix et des intérêts nationaux. Pour Henry Kissinger, elle est le mécanisme par lequel les États ajustent leurs différences sans recourir à la guerre. De même, l'ONU rappelle quant à elle qu'elle désigne, et je cite, « les moyens pacifiques pour lesquels le sujet du droit international règle leurs différends ». Mais la diplomatie, ce n'est pas seulement un ensemble de règles. C'est aussi une manière de parler, de se comprendre, même quand nos idées sont opposées. C'est un langage entre nations dans un monde où les tensions sont fortes. L'Europe a beaucoup participé à la création de cette diplomatie moderne. Les traités de paix, comme ceux de Westphalie du XVIIe siècle, jusqu'au multilatéralisme d'aujourd'hui, en passant par les ambassades et les négociations internationales. Elle a souvent été l'avant-garde. Depuis 1993, l'Union européenne a même son propre service de diplomatie, le SEAE, pour essayer de parler d'une seule voix. Mais aujourd'hui, la diplomatie ne se limite plus aux discussions entre ministres dans des bureaux. Elle prend de nouvelles formes. Une diplomatie culturelle avec les langues et les arts, universitaire avec les échanges d'étudiants et la coopération scientifique, ou encore numérique et publique, où les messages passent aussi par les réseaux sociaux. Dans ce contexte, l'Europe diplomatique vit un moment difficile. La guerre en Ukraine, les tensions avec les grandes puissances comme la Chine ou les États-Unis, les désaccords entre pays européens sur certaines crises. Cela remet en cause un certain nombre de certitudes. Pourtant, des évolutions significatives existent. L'adoption de la boussole stratégique, le renforcement de la diplomatie publique, le développement de la lutte contre les ingérences hybrides, montée en puissance du discours géopolitique au sein même de la Commission. L'UE affirme qu'elle ne veut plus seulement être une puissance de régulation, mais une puissance d'influence. Au-delà de la simple négociation interétatique, la diplomatie s'est profondément transformée sous l'effet de la mondialisation. Elle n'est plus seulement l'art du dialogue officiel, mais un processus multidimensionnel s'étendant à toutes les sphères sociopolitiques. L'intensification des réseaux numériques a fragilisé la mission traditionnelle d'information et de représentation, obligeant les diplomates à concilier à la diplomatie ouverte, un mix entre réseaux sociaux et une diplomatie publique, et forme renforcée de la diplomatie secrète pour protéger la confidentialité des échanges. Par ailleurs, on assiste à une diplomatie totale, comme le définit Guillaume Devin. Les enjeux climatiques, sanitaires, technologiques ou économiques se négocient autant que les questions militaires. Dans cette configuration, la distinction entre soft power, comme la culture, nation branding et les réseaux universitaires, et hard power, comme les capacités militaires et la coercition, telles que définies par le philosophe Nietzsche, demeure centrale. Mais elle se nourrit désormais d'acteurs non étatiques comme les ONG et les firmes internationales, et de diplomatie décentralisée comme la cultural diplomacy et la cybersécurité. Cette évolution s'incarne dans les 3D de la diplomatie, la démultiplication des forums internationaux, la diversification des intervenants et la densification des matières traitées. Dans le contexte de la guerre en Ukraine ou la compétition sino-américaine, cette reconfiguration bouleverse la voie et la capacité de l'action de l'Union européenne, qui doit désormais articuler la diplomatie intergouvernementale et la diplomatie sociétale pour rester efficace face à des acteurs souvent réticents à la négociation. Ce soir, nous interrogeons que peut faire la diplomatie européenne dans un monde de conflit. Est-elle dépassée ou peut-elle encore jouer un rôle essentiel? Pour en discuter, nous avons eu la chance d'accueillir des invités de grande qualité. On a M. Tornike Gordadze, chercheur à l'Institut Jacques Delors, ancien ministre géorgien en charge de l'intégration euro-atlantique, analyste reconnu des dynamiques caucasiennes et des stratégies européennes d'élargissement.
Et juste à côté, on a Madame Émilie Aubry, modératrice de cette table ronde, journaliste et présentatrice de Le Dessous des cartes, spécialiste de la géopolitique grand public et fine observatrice des équilibres diplomatiques mondiaux, avec Madame Irina Raluca-Zidaru, directrice générale au ministère roumain des Affaires étrangères, experte en menaces hybrides et sécurité internationale, engagée dans l'adaptation des outils diplomatiques aux nouvelles conflictualités contemporaines. Et finalement, on a son Excellence, Monsieur Tigran Galistan, ambassadeur de la République d'Arménie en Roumanie. Et ensemble, ils nous aideront à penser une diplomatie qui ne sera pas variable d'ajustement, mais une clé d'action dans le monde qui vient. Merci infiniment à tous les trois. Merci, on peut vous applaudir. Merci Pissane, merci Mattei et Mattei. Merci d'avoir si bien posé les enjeux, d'avoir présenté nos invités. Je ne sais pas ce qu'en pense le directeur de l'Institut français, mais je pense que vous êtes presque mûr pour le remplacer. Je crois que ou en tout cas pour prétendre à ce genre de fonction dans un avenir proche. Merci pour le sérieux de cette préparation qui nous facilite grandement à nous quatre la tâche, car nous pouvons à présent entrer directement dans ce sujet vaste que j'ai essayé un peu de circonscrire pour que nous n'ayons pas une discussion trop théorique, mais que l'on se fixe en effet réellement sur des situations de conflit et de guerre et essayer de voir, de mesurer, d'auditer ce qu'il fait encore ou n'y fait plus la diplomatie. Alors il y a bien sûr cette phrase célèbre de Bismarck à laquelle j'ai évidemment pensé lorsque j'ai lu l'intitulé de la table ronde, c'est-à-dire que la diplomatie sans les armes, c'est la musique sans les instruments, c'est-à-dire là où nous considérons que la guerre est toujours un échec de la diplomatie. Bismarck, lui, non seulement ne les opposait pas, mais les associait. Peut-être que c'est une phrase qui résonne particulièrement dans ces si guerrières et belliqueuses années 2020. Le fait est que la période, et vous le savez tous les trois mieux que quiconque, nous donne plus à voir des faiseurs de guerre que de grands artisans de paix. Évidemment, Vladimir Poutine et ses guerres impérialistes depuis qu'il est au pouvoir, de la Tchétchénie à la Géorgie, ce pays dont nous allons pouvoir parler avec vous comme d'un laboratoire de ce qu'aura été le rapport à la guerre de Vladimir Poutine, de la Tchétchénie à la Géorgie, de la Géorgie à la Crimée, et de la Crimée, bien sûr, à toute l'Ukraine depuis février 2022, sans oublier ces guerres hybrides dont on a tant parlé à Bucarest ces derniers jours, notamment avec la présence de David Colomb, cette guerre de la désinformation qu'il a déclarée notamment à tous les progressistes et autres défenseurs du droit international. On se posera la question de savoir si l'on peut imaginer, justement, considérer aujourd'hui Vladimir Poutine comme un interlocuteur avec qui la diplomatie est encore possible. On ne peut évidemment pas ne pas songer à ces autres grands acteurs aujourd'hui de la géopolitique contemporaine que sont à la fois Benjamin Netanyahou et le Hamas. Aucun de ces deux acteurs de la période ne nous donnant le sentiment d'avoir intérêt à obtenir des cessez-le-feu durables ou de cesser le feu définitivement, ni à négocier un retour au droit international, c'est-à-dire, rappelons-le toujours et inlassablement, l'établissement de deux États, un État israélien et un État palestinien. Je n'ai pas du tout envie dans cette table ronde qu'on oublie non plus des conflits un peu moins médiatiques, et notamment le conflit du Haut-Karabakh, ce territoire autonome peuplé d'Arméniens, dont on pourra certainement parler avec vous, Tigran, et je me réjouis de votre présence. Mais on va évidemment commencer par parler du pays d'à côté. Nous sommes en Roumanie, parler de l'Ukraine, bien sûr. Ici, évidemment, moi j'aime bien tracer des lignes sur des cartes. Ici, à Bucarest, on est à moins 2000 km de Kharkiv. Et la nuit dernière, dans la nuit de dimanche à lundi, la Russie a de nouveau frappé Kharkiv avec 2 missiles balistiques, vraisemblablement nord-coréens. La nuit dernière, toujours à Kharkiv, 9 drones Shahed et 2 missiles ont visé des immeubles et évidemment pas des installations militaires. Je me tourne d'abord vers vous, Irina. Quelle place dans ce contexte, et avec votre regard justement de quelqu'un qui travaille au ministère des Affaires étrangères roumain, quelle place dans ce contexte pour une diplomatie, j'allais dire, utile et non pas juste mise en scène entre Moscou et Kiev? Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais féliciter les 3 représentants du lycée français de Bucarest. Comme Émilie l'a déjà dit, ils sont mûrs, mais je pense que de mon point de vue, ils sont mûrs aussi pour le concours d'admission au sein du ministère des Affaires étrangères. Donc, n'oubliez pas, on vous attend là. Le concours, c'est difficile, mais vous en êtes tout à fait capable. Oui, tout à fait, bien sûr.
Et voilà, donc, plus d'humeur alors. Donc, on est dans une période extrêmement difficile quand les crises, la guerre et les défis se succèdent. Et la diplomatie, c'est toujours présente. On est présent comme diplomate bien avant qu'une guerre commence, mais toujours quand une crise surgit, oui. Et dans ces jours, dans le moment qu'on traverse, on a beaucoup de défis. On est aussi extrêmement concentré sur les dossiers d'actualité que vous les avez déjà mentionnés. Mais ce que je voudrais aussi souligner, c'est que de mon point de vue, tout le monde fait de la diplomatie. C'est pas M. Jourdain, mais on fait de la diplomatie sans le savoir aussi. Mais être diplomate dans ces jours, c'est pas facile parce qu'on a beaucoup de défis comme la désinformation, les menaces hybrides, les interférences étrangères au sein de médias, les fake news. Ils sont aussi des bruits qui nous dérangent beaucoup et qui font notre métier de plus en plus difficile. En ce qui concerne la Roumanie, on est toujours concentré sur quelques priorités, notamment cet été, avant le sommet de l'OTAN et avant le Conseil européen d'été. On est toujours concentré pour faire des efforts pour que la dimension européenne de la sécurité et de la défense soit de plus en plus perçue et plus en plus formée comme un outil extrêmement important pour assurer la défense de l'Europe. La Roumanie est entrée dans l'OTAN et dans l'Union européenne avec beaucoup d'énergie et sans s'imaginer, comme je crois qu'aucun pays européen et aucun pays de l'Amérique du Nord pensait qu'on va vivre des moments pareils où tout est extrêmement fluide. Qu'est-ce qu'on savait dans les manuels, dans la théorie est plus encore valide. Ou même qu'il est valide, même si les choses sont valides, il y a toujours des acteurs qui nous disent le contraire. On est toujours extrêmement attentif pour n'oublier pas que dans ce devoir diplomatique, il faut qu'on garde l'attention sur les valeurs démocratiques pour défendre tout ce que l'Union européenne s'identifie avec, la démocratie, les droits de l'homme, les libertés individuelles. Donc, pour l'instant, ce sont tous mes pensées sur ce métier dans le contexte actuel. En résumé, est-ce que cela signifie que lorsqu'on travaille au ministère des Affaires étrangères roumain, être diplomate, faire de la diplomatie, ça veut dire, au fond, renoncer d'une certaine manière à obtenir un cessez-le-feu de Vladimir Poutine parce qu'on sait qu'il n'est pas un interlocuteur pour cela, mais se concentrer, et c'est déjà pas si mal, sur en effet cette autre guerre qu'il mène en parallèle, qui est cette guerre hybride, cette guerre de la désinformation, tout en renforçant, et là aussi ça s'appelle la diplomatie, tout en renforçant l'Europe de la défense, l'Europe militaire, et en apprenant à se passer de cette tutelle américaine, de ce parapluie, cette protection américaine qui a été si importante pour la Roumanie, notamment avec son entrée dans l'OTAN, ce que va peut-être devenir l'OTAN avec le sommet qu'on attend dans quelques jours et dont on ne sait absolument pas ce qu'il racontera sur un désengagement ou la continuation d'une protection américaine. Nous sommes optimistes en ce qui concerne le sommet de l'OTAN et nous sommes extrêmement intéressés de tout ce qui se passe en ce qui concerne le cessez-le-feu, le feu dans la guerre de l'Ukraine. Nous croyons que l'unité transatlantique, c'est une chose qu'on doit garder et qu'on doit contribuer avec tous nos efforts. Et la France est aussi engagée à cet égard.
nous sommes extrêmement concentrés pour faire de ce sommet de l'OTAN un succès avec tous les alliés européens. Je me tourne vers mon voisin de gauche, dont il faudra regarder le caractère admirable de ses chaussettes aujourd'hui, tourniquées, Gordadze, qui doivent plaire beaucoup à Constantin Sigov, qui, je crois, est dans la salle et que nous interpellerons peut-être. Restez très attentifs, Constantin, à l'occasion de ce débat, parce qu'avoir un regard philosophique sur ces sujets-là, ça n'est évidemment pas inintéressant. Est-ce que, comme Irina, vous croyez encore possible, vous imaginez encore qu'un cessez-le-feu est possible et négociable avec Vladimir Poutine, vous qui êtes géorgien, qui avez été ministre en Géorgie, qui avez, j'imagine, notamment connu ce qui s'est passé en 2008, justement, quand Nicolas Sarkozy, président français de l'époque, est revenu de Tbilissi avec des accords de paix présentés comme une grande victoire diplomatique. Beaucoup ont dit à l'époque que le cessez-le-feu aurait de toute façon eu lieu même sans l'intervention française, puisque Vladimir Poutine avait obtenu ce qu'il voulait, c'est-à-dire pouvoir maintenir les troupes russes en Abkhazie et en Ossétie du Sud, et qu'ensuite ce qui a été contenu dans cet accord de paix n'a jamais vu le jour. Alors avec ce regard géorgien sur la situation, est-ce que vous pensez crédible qu'un jour Vladimir Poutine fasse les concessions nécessaires à la possibilité d'une paix, ne serait-ce que temporaire, avec l'Ukraine? Sinon, je vous prête le mien. Merci pour cette question. En effet, moi, je ne suis pas un diplomate de carrière. J'ai été amené dans ma vie d'exercer des responsabilités en politique étrangère, mais je viens du monde académique. J'ai été lancé dans le monde politique parce que j'ai été nommé ministre quand j'étais professeur, chercheur, et j'ai été nommé ministre. Et ensuite, j'ai dû travailler avec les diplomates, confronter parfois certains d'entre eux. Donc j'ai mon regard de la diplomatie et de la politique qui est particulier. Et d'ailleurs, si ça intéresse aux jeunes, je pourrais raconter mon propre expérience. Enfin, je veux dire, pas l'expérience personnelle, mais ce que je pense de ces rapports entre le monde politique et le monde diplomatique. Mais d'abord, pour répondre à votre question, le cessez-le-feu est possible et sera possible seulement quand Vladimir Poutine comprendra qu'il ne peut pas gagner la guerre sur le plan militaire et sur le terrain militaire. Aujourd'hui, il a l'impression qu'il est plutôt en position de force, premièrement. Deuxièmement, il analyse les relations internationales avec l'arrivée à Washington, de retour plutôt de Donald Trump à Washington, et une position étonnamment favorable à la Russie du leader du monde occidental. Donc il n'y a aucune raison pour lui pour qu'il se satisfasse d'un cessez-le-feu actuel. Il demande le maximum. On a vu les exigences qu'il a présentées à l'Ukraine à Istanbul, donc la Crimée, plus les 4 régions qu'il ne contrôle pas entièrement, d'ailleurs, même sur le plan militaire, plus la démilitarisation de l'Ukraine, plus que l'Ukraine ne rejoigne jamais l'OTAN, etc. Donc tout ça évidemment n'est pas acceptable, mais il se sent en position de force, donc il propose ces conditions. Et même ces conditions sont, pour lui, c'est une étape. Parce que si l'Ukraine capitule, la Russie ne s'arrêtera pas là. Soyez persuadés, depuis que Vladimir Poutine est au pouvoir, il a toujours été... ça a été sa présidence, ou ses présidences ont été jalonnées de différentes guerres. Vous avez mentionné la Tchétchénie, il y a eu la Géorgie, il y a eu la Syrie aussi. Les 2 fois l'Ukraine, donc 2014 et 2022. Ce pouvoir russe actuellement ne peut pas se passer de la guerre. Vous savez, ceux qui connaissent les classiques du marxisme-léninisme, il y avait cette phrase de Lénine qui disait que la guerre, c'est l'ultime phase de l'impérialisme. Mais curieusement, ça s'applique à la politique de Vladimir Poutine qui, pour conserver son pouvoir, pour conserver l'empire, il doit être
constamment en guerre. Donc si on accepte ces propositions au nom de la paix, hein, c'est-à-dire on a des précédents dans l'histoire européenne, il doit rappeler Munich, etc. Si on pense encore qu'on peut le satisfaire et qu'il va s'arrêter, et puis on sauvera peut-être une partie de l'Ukraine, ça serait une erreur fondamentale, parce que dans l'esprit de Vladimir Poutine, c'est une étape qui sera forcément suivie par d'autres étapes et par d'autres conquêtes et par d'autres attaques. La leçon géorgienne, malheureusement, n'a pas été prise en compte. En 2008, lorsque Poutine a envahi la Géorgie, les chancelleries occidentales, qui voulaient évidemment arrêter la guerre, qui ont dénoncé la violation flagrante du droit international, pensaient que si on arrêtait la Russie, contenait la Russie, ça s'arrêterait là. Et très vite, après la guerre en Géorgie, d'ailleurs la Russie n'a eu aucune sanction, quasiment aucune sanction. La Russie a été suspendue pendant quelques mois à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, c'est tout. Et qui a fait son retour. Mais la Russie n'a payé aucun prix pour l'invasion de la Géorgie. Les États-Unis, avec le président Obama, ont même lancé une reset policy dès le début 2009. Et on a vu que la Russie a considéré ça comme un signe de faiblesse. Tout comme en Syrie, lorsque les États-Unis ont accepté que le gouvernement de Bachar el-Assad outrepasse les lignes rouges, donc l'emploi des armes chimiques, il n'y a pas eu d'intervention occidentale. Les Russes ont considéré ça encore une fois comme un signe de faiblesse de la présidence américaine, et l'analyse qu'ils ont faite leur a aidé à attaquer l'Ukraine en 2014. Donc tout ça est extrêmement lié. Et maintenant, il est grand temps qu'on apprenne sur nos propres erreurs pour éviter les erreurs encore plus grandes. Parce qu'à chaque fois, ces erreurs sont accompagnées des drames, des morts, des territoires détruits, des familles décimées, des réfugiés, etc. Tigran Galstian, merci pour cette réponse. Lorsque vous écoutez Torniquet, et vous qui êtes un diplomate, précisément, vous qui êtes ambassadeur d'Arménie en Roumanie aujourd'hui, est-ce que vous êtes un diplomate désespéré? Est-ce qu'en effet, vous vous dites que, et vous qui connaissez bien la Russie aussi, qui a joué un rôle diplomatique très particulier avec votre pays, l'Arménie, avec une position parfois qu'on peut qualifier à la fois de pivot et d'ambivalente entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, est-ce que vous continuez de considérer que Vladimir Poutine est un interlocuteur crédible? Et puis ça pose une question presque plus, j'allais dire, philosophique en regardant Constantin. Peut-on faire de la diplomatie avec tout le monde? Peut-on négocier avec tout le monde? Tout d'abord, merci pour cette opportunité, cette table ronde et l'organisation de cet événement de grande ampleur. Et félicitations et bravo à des étudiants avec qui on échange depuis hier, et on a beaucoup à apprendre de leurs idées très frais. Parfois, nous, au long de l'expérience, on oublie souvent, on peut... l'idéaliste en nous commence à mourir et on devient... Il nous rappelle à des choses fondamentales. Désespéré, comme vous avez dit. Alors, je ne suis pas un diplomate désespéré, parce que tout d'abord, je ne crois pas qu'un diplomate peut être désespéré. Il n'en a pas le droit. C'est pas un diplomate. Si c'est désespéré... Il faut qu'il change de métier. Oui, absolument. Mais bien que je suis diplomate de carrière, contrairement à Torniquet, j'ai passé ma carrière en bilatéral, en multilatéral, au droit international. Donc j'ai fait un peu tout sauf consulaire. Et j'ai de l'expérience un peu partout pour voir des défaillances de système. Et je crois qu'on peut avoir ce consensus déjà, carrière ou pas carrière, on peut avoir ce consensus d'experts que quelque chose ne marche pas dans la diplomatie moderne. Alors, est-ce que le monde a changé, a transformé tellement que la diplomatie ancienne ne marche pas? Ou bien c'est la diplomatie qui s'est transformée graduellement, qu'on ne comprend pas nous-mêmes déjà pourquoi ça ne marchait pas?
avant de revenir à votre question très, très directe, je crois que pour trouver les solutions, pourquoi la diplomatie devient de plus en plus variable d'ajustement, comme le titre de table ronde indique, faut d'abord comprendre pourquoi elle ne marche pas. Donc, on ne peut pas trouver des solutions à des problèmes actuels, à l'accumulation des conflits actuels, sans se poser la question pourquoi ces conflits se sont accumulés. Ça veut dire qu'il y avait des causes déjà pour que dernièrement, dans les dernières 2-3 décennies, les conflits s'accumulent et les conflits ne se résolvent pas. Ils restent comme ça jusqu'à l'autre conflit s'accumule, accèle, etc., etc. Donc, en revenant à votre question, oui, on peut dialoguer avec tout le monde. C'est exactement au cœur de la diplomatie de parler avec tout le monde. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs dans notre région. On parle avec Arménie, parle avec l'Azerbaïdjan, et depuis 1 an et demi, 2 ans, on parle bilatéralement, donc directement, sans médiateur, ce qui a l'air de marcher jusqu'à maintenant. Alors, la petite spécificité peut-être, c'est que il faut quand même dans ce dialogue ne pas se perdre, ne pas perdre ces valeurs fondamentales, ce qui est de notre coin du monde, de notre, je dirais, coin lointain de l'Europe loin est. En regardant l'Europe, surtout l'Union européenne, on voit non seulement la divergence des intérêts nationaux, ce qui est normal, et ce sont des États souverains, ils peuvent avoir des divergences, mais il y a quand même des divergences des idéaux fondamentaux dans les sociétés. Ce qui fait que ces divergences deviennent aussi des divergences diplomatiques, et on a des différentes voies, même dans l'Union européenne, sur certaines questions. Donc, ma réponse est oui, on peut parler avec tout le monde, mais il faut savoir aussi de mettre les lignes rouges sur des idéaux fondamentaux que chaque région ou chaque entité a comme des valeurs très strictes, comme diplomatie, droit de l'homme, liberté individuelle, etc., etc. Alors moi, je ne suis pas très diplomate, je suis journaliste, donc je vais vous poser une question de journaliste, et peut-être pour être justement sur des faits, des situations précises et concrètes. Vous y avez fait allusion, c'est vrai, quand Erevan et Bakou ont annoncé il y a très peu de temps, après un très long processus de négociation, qu'un accord de paix était prêt à être signé. Cette annonce-là, c'était en mars dernier. Mais c'est vrai qu'après, pour les observateurs et les analystes que nous sommes, ce qui semble évident, c'est que l'Azerbaïdjan a fait plier l'Arménie, alors pour différentes raisons. D'abord parce qu'il y a aujourd'hui un affaiblissement de Moscou dans le Caucase, qui est la Russie est occupée ailleurs, on l'aura bien compris, parce que de plus en plus, il y a aussi une dépendance des Occidentaux aux hydrocarbures de l'Azerbaïdjan, ce qui fait qu'il y a une protection des Arméniens qui est peut-être moins importante. Et puis, il y a un contexte global qui devient très favorable pour Bakou, soutenu par la Turquie. Alors certes, c'est la fin d'un conflit qui pouvait sembler inextricable depuis plus de 30 ans, et il faut s'en réjouir, mais à quel prix ? À quel prix pour ces dizaines de milliers d'Arméniens qui ont dû quitter le Haut-Karabakh après le blocus de ce corridor qui a créé une situation humanitaire très compliquée. Donc voilà bien là peut-être un exemple de paix sur lequel on peut avoir envie de s'arrêter pour savoir si là encore faut-il faire la paix à tout prix, et peut-on faire la paix avec tout le monde ? Alors, justement, la paix actuelle, la paix de fait qui existe actuellement entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et quand je dis de fait, c'est le résultat de défaillance du système diplomatique, c'est le résultat de défaillance des règles internationales, règles de droit international, qui a amené à la résolution du conflit
de fait dans le terrain. On ne peut pas échapper des faits qui se passent sur le terrain. Et après, on commence à négocier, on commence à trouver, à dialoguer, à trouver comment avancer dans le futur, quand des choses sont déjà faites. Alors, c'est là le problème de la diplomatie moderne, c'est ce qu'elle est devenue réactive au fait qui se passe sur le terrain. Alors que jadis, la diplomatie était une force créative des faits sur le terrain. Donc ce changement, il faut peut-être revenir un peu à l'arrière dans la diplomatie, un peu des idéaux. Comme vous avez dit, tout est pris en considération. Les grands pouvoirs, les intérêts des grands pouvoirs, bien sûr, les hydrocarbures, les intérêts économiques, etc., etc., etc. Mais quand même, les lignes rouges, à un moment, je crois que les lignes rouges si on peut dire conditionnellement, de la civilisation occidentale, droits de l'homiste européen, auquel nous faisons partie avec la Géorgie, dans notre société, dans notre manière de penser, je crois qu'il y avait beaucoup de sacrifices de ces lignes rouges, de doubles standards, dans certains cas, qui ont amené à un moment où les dictatures ou des régimes autoritaires ou des dirigeants de régimes autoritaires se croient en possibilité de faire ce qu'ils veulent parce qu'à la fin, on peut quand même trouver des intérêts économiques et faire taire les autres. Voilà. J'ai envie de casser un peu les codes et de faire intervenir déjà Constantin Segoff, mais puisqu'on a la chance d'avoir quelqu'un qui a fait un long trajet pour venir d'Ukraine et qui écoute avec beaucoup d'attention nos échanges. Constantin, on va vous faire passer un micro à cette question un peu fondamentale et conceptuelle de peut-on faire la paix diplomatique à n'importe quel prix et avec n'importe qui, lorsque vous entendez cette parole de la diplomatie arménienne sur ce conflit du Haut-Karabakh, ou quand vous écoutez Irina nous dire qu'elle est une diplomate qui croit encore à la possibilité de la paix entre Moscou et Kiev, et à l'inverse peut-être lorsque vous écoutez Torniquet nous dire qu'il n'a pas beaucoup d'espérance dans la possibilité d'arriver à quelque chose avec Vladimir Poutine, que vous inspirent ces premiers échanges et ces premières réflexions à vous qui arrivez d'Ukraine? C'est passionnant, je trouve, et les questions sont très bien posées. Je pense que notre dialogue, en quelque sorte, pourra s'inspirer d'une synthèse entre l'actualité politique et l'analyse philosophique de quelqu'un qui est né à Bucarest et enseigné à Paris, Pierre Asner. Et je crois qu'on assiste aujourd'hui à une double manière de Poutine mener la guerre. Mis à part la guerre totale sur le front, il y a une guerre hybride, justement, et l'occupation hybride, avec beaucoup d'attention à Paris, à Kiev et partout à travers l'Europe. Nous regardons la résistance de la société civile en Géorgie à cette façon de occuper le terrain en Géorgie après avoir mené une guerre avec les chars. Maintenant, c'est avec un oligarque, avec les régimes marionnettes qui, justement, empêchent le pays si proche pour nous, rejoindre l'Europe et vivre de manière digne et libre. La question, est-ce que ce danger-là existe ailleurs? Précisément, nous sommes dans le pays, donc la patrie de Pierre Asner, qui a couru le risque, justement, d'une part, la guerre si proche, d'autre part, la peur de la guerre s'émet dans la société, aussi à travers les réseaux sociaux, et ensuite certains prétendants populistes qui prétendent résoudre avec des résolutions simples pour devenir les clients en fait du Kremlin. Mis à part l'Hongrie et un certain nombre d'autres pays, est-ce que selon vous il y a le danger pour d'autres cas en Europe? Et quels sont les moyens actuels à résister
pour précisément renforcer l'Europe au lieu de diviser et affaiblir. Immense merci. Merci Constantin. Peut-être d'abord votre réponse, Irina, puisque vous travaillez spécifiquement sur les menaces hybrides. Et au fond, ces deux guerres qu'a déclaré aux Européens Vladimir Poutine, à la fois sur le terrain militaire, on l'a bien compris, en Ukraine depuis maintenant plus de 10 ans à partir de la Crimée, et puis cette guerre plus globale, plus pernicieuse et peut-être plus difficile encore à contrer, qui est une guerre culturelle en réalité entre deux modèles politiques, la démocratie et la dictature. Merci. Moi, personnellement, moi, je crois que la guerre hybride ou les menaces hybrides sont avec nous justement après la prise de la Crimée. C'est qu'on a constaté en Roumanie avec l'insinuation des idées nouveaux ou pas nouveaux, mais la prise au sérieux de plus en plus par de plus en plus de gens des idées qui nous semblent exotiques. Et c'est quelque chose que moi j'ai constaté juste après la prise de la Crimée. Premièrement, la première question c'est qu'est-ce qu'on fait pour faire face à ce type de défi? Et ma réponse, c'est que tout d'abord, il s'agit de la force des journalistes. Le contenu journalistique doit être produit par des journalistes. Si tu fais des vidéos ou exprimes tes positions ou tes opinions sur les réseaux sociaux, tu ne t'appelles pas un journaliste, excusez-moi, c'est mon opinion. Si le monde te croit, ça ne veut pas dire que tu as raison. Donc, comment faire pour convaincre les gens que quelqu'un qui dit toutes sortes de choses sur des réseaux sociaux n'a pas raison? Donc, c'est le défi pour les officiaux, pour les diplomates et pour les journalistes aussi. C'est mon opinion. Ouais, je t'en prie. Non, je vous laisse poursuivre. J'ai senti que je vous interrompais en pleine phrase, alors non, je vous laisse poursuivre. Allez-y, donc, c'est l'important, c'est le rôle de l'éducation, c'est l'important, c'est le rôle de l'école et de la spécialisation. Si tu veux suivre une certaine carrière, il faut que tu finisses des études et il faut que tu commences à pratiquer ton métier au fur et à mesure dans un certain domaine. Et si tu as la chance de vivre dans des temps quand tout est disponible, téléphone, je ne sais pas, etc., des moyens de te déplacer extrêmement vite et rapide. Donc, que le monde et l'espace se compriment, ça ne te doit pas donner l'impression que ta vie doit se consommer dans un rythme extrêmement vite et que tout ce que les anciens te disent est périmé déjà. Donc, moi, personnellement, tout ce que j'ai entendu parler, nos collègues plus jeunes du lycée et l'étudiante aussi, ça me donne de l'espérance, je suis soulagée. Mais c'est peut-être une chose dans ce petit univers qui a été créé maintenant dans cette salle. Il faut qu'on voit des expériences et des modèles comme ça dans d'autres endroits de la ville et dans d'autres endroits de l'Europe aussi. En fait, si on était en train d'essayer de définir ce que signifie aujourd'hui être diplomate en 2025, et peut-être singulièrement dans cette partie-là du monde, on comprend très bien en vous écoutant, Irina, qu'en fait, il y a presque une nouvelle fonction du métier de diplomate, et vous le savez mieux que personne, c'est précisément de contribuer à rendre ces sociétés plus résilientes, à comprendre ce nouvel écosystème des réseaux sociaux et des guerres de la désinformation qui sont menées
dans ces écosystèmes. David Collomb, là encore, en a parlé très bien ces derniers jours. On sait d'ailleurs, en tout cas, on le voit en France, à quel point la diplomatie française apprend à se muscler, c'est-à-dire avoir aussi une stratégie sur des réseaux sociaux aussi fondamentaux que TikTok. Vous le savez encore une fois mieux que quiconque en Roumanie, le rôle qu'a joué TikTok dans cette élection. Mais si l'on parle maintenant, après avoir salué la résilience de la société roumaine, de la société géorgienne, quel regard portez-vous justement sur sa résilience, sur sa fragilité, ou sur le fait justement que contrairement à la Roumanie, la solidité démocratique n'a pas suffi? Avant de répondre exactement à votre question, je reviendrai sur ce qui a été dit par mes collègues du panel. Le métier de diplomate aujourd'hui, entre autres choses qui ont été citées, c'est aussi de résister, puisque le risque est beaucoup plus accru maintenant, de résister éventuellement ces politiciens, parfois ils arrivent au pouvoir, populistes, extrémistes, qui ont des idées un petit peu farfelues par rapport à la politique étrangère. La diplomatie, c'est quelque chose qui est un vrai métier, donc c'est fondé sur une appréhension, sur une socialisation, études longues, expériences longues, et des choses apparaissent différemment aux diplomates qu'aux politiques. Attention, je ne dis pas que les diplomates ont toujours raison par rapport aux politiques. Les politiques, souvent, ont besoin d'aller vite, d'avancer, ont des idées, et souvent, les diplomates sont là pour leur expliquer, attention, ça ne marchera pas, ce n'est pas la peine d'essayer, c'est toujours important de parler, parfois parler trop avec tout le monde. Les diplomates détestent de rompre les négociations et de taper du poing sur la table. Ça, c'est les politiques n'aiment pas ça du tout. J'avais un collègue britannique qui était député au Parlement britannique, qui qualifiait les gens de Foreign Office, donc du ministère des Affaires étrangères britannique, de hotbed of the cold feet. Donc c'est un jeu de mots. Donc il disait que c'est des gens de cold feet, c'est des gens qui ne sont pas très courageux. Et le hotbed, c'est un peu le foyer où les gens qui ne sont pas très courageux sont tous concentrés. Bon, ça c'est critique des politiciens, des diplomates. Alors les diplomates disent que les politiciens sont un peu faux, sont dangereux, il faut les modérer, il faut les freiner dans leurs élans. La vérité est quelque part entre les deux. Il faut toujours essayer de garder ce fine line, comme disent les anglo-saxons, de ne pas aller dans l'immobilisme ou dans justement parler pour parler et finalement et donner, signer des accords pour signer des accords. Signer des accords pour signer, qui vont être de toute façon pas respectés par les gens beaucoup moins bien intentionnés comme Vladimir Poutine par exemple, et de se réjouir qu'on a réussi quelque chose, un beau processus de négociation, etc. et finalement qui ont été déchirés par un dirigeant autoritaire. Donc il faut faire attention à ça, mais aussi il faut freiner ce qu'on voit aujourd'hui aux États-Unis par exemple, et ce que Donald Trump fait à la diplomatie américaine, c'est un peu dangereux. Donc on essaye. Alors il y a des gens qui nous disent, voilà, Marco Rubio, des gens comme ça qui ont une expérience diplomatique. Bon, ils avalent des couleuvres, ils restent pour essayer d'un petit peu freiner ces tendances du président américain qui auront des conséquences catastrophiques, notamment dans ses relations avec la Russie, s'il met en œuvre tout ce qu'il veut. En gros, il veut abandonner l'Ukraine qui l'embête, et il veut passer à autre chose, faire du grand business avec la Russie, éventuellement essayer de décrocher la Russie par rapport à la Chine, ce qui paraît une idée complètement irréalisable. Donc voilà, les politiques et les diplomates sont complémentaires. Les diplomates ne doivent pas permettre aux politiques extrémistes d'aller trop loin, mais aussi ils ne doivent pas freiner des bons politiques qui, dans leurs idées, dans leurs envies de changer les choses. Ça, c'est par rapport à ce qui était dit. Les guerres hybrides ne sont pas quelque chose c'est pas quelque chose de très nouveau finalement. Ça a existé. En Géorgie, en 2008, le concept n'existait pas. Mais on était déjà face à la guerre hybride, parce qu'avant l'attaque militaire russe, il y a eu des mois et des années de propagande et d'attaques cyber, etc. En 2007, en Estonie, ça c'était un peu le premier cas le plus médiatisé, lorsque il y a eu une attaque massive, cyberattaque massive russe, qui ensuite est devenue un cas d'école autour de cet événement de déplacement de la statique
statut du soldat soviétique du centre de Tallinn vers la banlieue, et c'était une inondation de tous les réseaux sociaux, d'espace médiatique par des narratifs. Voilà, les Baltes sont en train de faire revenir du nazisme, ils nient le rôle de l'Union soviétique dans la Deuxième Guerre mondiale, etc. etc. Donc, ils étaient déjà là, l'Union soviétique. Enfin, nous sommes, je ne sais pas, mes collègues, on a vécu dans le communisme, on n'était peut-être pas très âgés à l'époque, mais il y avait la guerre hybride à l'époque soviétique, ça s'appelait autrement, ce n'était pas les mêmes technologies, c'est vieux comme le monde, et surtout caractéristique des pays autoritaires et dictatoriaux. Alors, par rapport à la Géorgie, quelle était votre question? Mais c'est ça qui est bien dans ces tableaux, on sent la résilience, voilà, de la la société géorgienne dans les contextes électoraux qui ont été les oui, c'est pour ça qu'il faut faire très attention et de ne pas laisser les forces populistes, extrémistes d'arriver au pouvoir, parce que c'est beaucoup plus difficile après de les déloger. Une fois qu'ils sont au pouvoir, ils ont des moyens beaucoup plus importants. Ils font de façon... Et plus ils sont intelligents, plus ils font des choses de façon indirecte, de façon subversive, de façon lente, avançant, masquée. Le gouvernement géorgien actuel, pendant des années, a dit qu'ils étaient pro-européens. Moi, je ne croyais pas. Les gens qui connaissaient de près ne croyaient pas, mais ils ne faisaient rien de brutal. Les Européens étaient d'ailleurs contents. L'Union européenne était persuadée qu'ils avaient un gouvernement pro-européen qui était juste un peu plus sensible aux intérêts russes. Et finalement, ils faisaient ça pour apaiser la Russie. Et entre 2012 et en gros de la fin des années 2010, l'Union européenne pensait que c'était la bonne politique, qu'il fallait apaiser la Russie tout en continuant à être pro-européen. Je me rappelle toujours de cet événement en 2015. J'étais à une réunion à Bruxelles, je ne dirai pas les noms des hauts responsables de la politique étrangère européenne, qui disaient aux Ukrainiens en 2015, oui, bon, la Russie a occupé la Crimée, une partie de Donbass, mais... Bon, faites comme les Géorgiens, ce gouvernement géorgien qui a une approche pragmatique vis-à-vis de la Russie. Certes, ils ne vont pas récupérer les territoires qu'ils ont perdus, mais ils sont en train de négocier ils gardent le dialogue avec la Russie. Donc, comme j'étais dans la salle, j'ai tout de suite levé la main. Et la personne qui disait ça me connaissait. Il a dit « Ah mince, je ne savais pas que vous étiez dans la salle, sinon je n'aurais pas dit ça. » Ça, c'est des erreurs. Donc, des erreurs à ne pas comprendre. La Géorgie a joué ce rôle, un peu à notre insu. Contrairement un peu jurisprudentiel malgré elle. Jurisprudentiel, exactement, sur la guerre de 2008 et aussi sur cet aveuglement de ne pas voir un régime qui est finalement un régime oligarchique qui est lié dès le début à la Russie par des intérêts financiers, ne peut pas être pro-européen. Et les forces démocratiques, ils ont besoin d'être soutenus parce que dans un régime qui est en train de se transformer en régime autoritaire, sur place, il devient de plus en plus difficile de résister. Les médias sont réduits, l'appareil judiciaire est totalement asservi, l'économie même est en train de passer aux mains des amis des oligarques. Donc lorsque le business est également contrôlé, et donc quand on exige du business d'être loyaux vis-à-vis du régime, les partis de l'opposition, la société civile ne reçoit plus de ressources. Donc tout ça, c'est un peu le manuel russe que Vladimir Poutine a comme on dit aujourd'hui. Le narratif et même le playbook, comme on dit, qui est appliqué maintenant en Géorgie, mais de façon beaucoup plus accélérée, parce qu'on voit tous les jours, toutes les semaines, des nouvelles mesures, des nouveaux amendements, des lois draconiennes qui interdisent les manifestations, qui mettent en prison des gens qui ont juste osé critiquer de façon un peu sur le plan lexical, de façon un peu brutale le gouvernement. Ils sont enfermés, ils sont condamnés à des peines de prison ou alors obligés de fuir le pays. Donc voilà, si on doit jouer le rôle de l'exemple, du mauvais exemple, apprenez ce qui s'est passé en Géorgie depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, 2025, et donc ne refaites pas ça. Alors l'année 2008, justement, peut-être on va de nouveau donner la parole à Constantin Sigov. Je me souviens, j'étais jeune journaliste et on m'avait demandé
de couvrir le sommet de l'OTAN, justement ici à Bucarest. Et vous dites contrer des narratifs, et on se souvient qu'à l'époque, il s'agissait d'envisager d'intégrer la Géorgie et l'Ukraine, qu'à l'époque, la représentante de l'État américain s'appelait Condoleezza Rice, et qu'elle essayait de convaincre les Européens, notamment les Français et les Allemands, de donner cette impulsion, avec plaisir, de donner cette impulsion-là, et que les deux responsables politiques qui, au contraire, ont expliqué qu'il n'en était pas question, et c'était précisément la France et l'Allemagne, avec justement exactement cette reprise du narratif russe, à savoir, il ne fallait pas aller provoquer la Russie et l'OTAN, qu'on voyait d'un coup comme... dont on oubliait la dimension défensive pour ne la présenter d'un coup que comme la décrit Vladimir Poutine, c'est-à-dire une sorte d'entité agressive et impérialiste précisément. Avec le recul, je vous donne la parole d'abord à vous, et puis ensuite à Constantin. Comment vous regardez ce moment charnière du sommet de l'OTAN de Bucarest en 2008 ? Est-ce qu'au fond, cela n'a pas été un grand moment d'échec diplomatique ? Je suis très content que vous parliez de ce sommet, parce que c'était vraiment le moment décisif lorsqu'il fallait ou pas donner ce qu'on appelait le Membership Action Plan, donc une sorte de feuille de route à la Géorgie et à l'Ukraine pour devenir membre de l'OTAN. Et ça s'est terminé parce qu'il n'y a pas eu d'unanimité parmi les membres de l'OTAN. Il faut qu'il y ait l'unanimité. Les décisions sont prises à l'unanimité. Et en gros, les pays étaient partagés en deux camps. Le camp qui soutenait, donc avec les États-Unis, mais aussi les pays baltes, les nouveaux membres de l'OTAN de l'Europe centrale et orientale, la Roumanie également, et la vieille Europe, avec l'Allemagne et la France, le pays de Benelux également qui avait rejoint, l'Italie et l'Espagne, qui disaient non, ça va être l'escalade avec la Russie, il faut éviter l'escalade avec la Russie. Et lorsqu'il n'y a pas l'unanimité, on ne prend pas la décision. J'ai vu, parce qu'ensuite j'ai voyagé quelques semaines plus tard avec des diplomates européens qui se félicitaient entre eux, en disant on a sauvé la paix, ils disaient. En ne donnant pas à l'Ukraine et à la Géorgie la possibilité de rejoindre, on a sauvé la paix. Et ce qui s'est passé, c'est exactement l'inverse. Donc, il y a eu la guerre dans les deux pays qui n'ont pas eu accès à l'OTAN, et il n'y a pas eu la guerre notamment dans les pays baltes qui sont membres de l'OTAN, qui sont finalement sur le papier beaucoup plus faibles sur le plan défensif et militaire que l'Ukraine, la Géorgie. Mais justement, la Russie, sachant que ces pays étaient membres de l'OTAN, n'ont pas été attaqués. Ils ont aussi des minorités russes ou russophones, comme l'Ukraine et la Géorgie. Et ils ont attaqué les pays qui, justement, n'ont pas pu rentrer à l'OTAN parce qu'ils n'étaient pas protégés. Et donc, l'erreur était déjà en 2008. Irina, vous vouliez parler de ce sommet de Bucarest aussi, de cette date clé de 2008 ? Justement, pour vous recommander ou pour vous rappeler un livre extrêmement intéressant par... le regretté Ron Asmus, il s'appelle A Little World That Shook the World, avec un chapitre très intéressant qui décrit au détail toutes les difficultés de 2 nuits de sommet de Bucarest où la déclaration finale a été négociée. Donc, un livre capital pour l'histoire contemporaine. J'en ajouterais volontiers un autre qui est celui de mon excellente consoeur du monde, Sylvie Kaufmann, sur le grand aveuglement, ce que nous n'avons pas voulu voir. Constantin Sigoff, qui nous écoute toujours aussi attentivement, du moins je l'espère. Merci d'avoir analysé cette erreur, et on voit bien que manque du courage implique aussi ensuite manque d'intelligence. Et pour éviter précisément ce type d'erreur, le sommet de l'OTAN bientôt, quelques jours à La Haye, doit précisément prendre les bonnes décisions, à la fois courageuses et intelligentes. Et à mon avis, encore une fois, on ne peut pas sous-estimer et mettre trop vite entre parenthèses l'événement qui s'est passé dimanche dernier. On a vu à la fois le courage et l'intelligence dans l'action de la destruction de l'avion qui a envoyé les bombes pour détruire les sociétés civiles, les civils, les enfants, les bâtiments civiques. Et donc, on voit la capacité de petites drones à arrêter les monstres des avions atomiques. Et donc, ça veut dire aussi que le courage de soi-disant petits pays peut aider aux grands pays de l'Europe à prendre des décisions plus intelligentes.
Et dans ce sens-là, comment pensez-vous, quelles sont les initiatives, quels sont les pas concrets pour traduire les paroles qui ont été évoquées, dites explicitement, par exemple, par les leaders de la France, Grande-Bretagne, Allemagne et la Pologne à Kiev il y a quelques semaines, comment traduire cette volonté, cette coalition des volontaires en acte? Parce que la question n'est pas aujourd'hui, à mon avis, être dans l'OTAN ou hors de l'OTAN. La question, comment la nouvelle coalition pourra vraiment assurer le sujet de notre table ronde, c'est-à-dire la sécurité réelle, pas du tout envoyée depuis Amérique, mais assurée par l'Europe elle-même. Merci. Peut-être, merci beaucoup Constantin, et peut-être est-ce d'abord une question pour vous, Irina, à moins Tigrane, que vous souhaitiez également y répondre, c'est-à-dire en réalité, dans ce nouveau contexte géopolitique qui est le nôtre, avec d'un côté Vladimir Poutine et de l'autre le parapluie américain sous lequel nous nous abritons tous depuis plus de 80 ans et qui semble avoir à minima des trous et peut-être même plus de parapluie du tout. Est-ce que vous êtes confiant dans le fait qu'il est réellement en train de se passer quelque chose du côté des Européens qui pourrait peut-être utiliser le cadre otanien, mais sans les États-Unis, pour enfin, allais-je dire, avoir une pensée stratégique européenne et une stratégie de défense européenne et une industrie de défense européenne? Alors, ce qu'on a compris très récemment chez nous, c'est qu'il ne faut jamais être dépendant de quiconque. Ouais. Dans le monde, je crois, et dans l'Europe, ça marche pour tout le monde. Faut créer des interdépendances, autant que possible interdépendances, sans jamais céder l'indépendance ou souveraineté de soi-même au profit des intérêts des plus grands. Voilà. C'est ce que je crois la Géorgie aussi, avec l'expérience des dernières années, est venue à ça aussi. Qu'à la fin du jour, c'est notre société à nous qui doit régler son futur. Si on peut visualiser comment on règle son futur, à la fin, c'est notre société à nous qui sont responsables comment on vit. Donc à l'Europe, peut-être ailleurs aussi, mais pas encore autant, mais en Europe, dans la mentalité européenne, le changement que le peuple est le souverain, même dans les monarchies, ce changement est venu. Donc le peuple est le souverain et le peuple décide comment il veut vivre. Normalement, quand c'est le peuple qui est souverain et pas une personne ou une oligarchie, ce peuple veut vivre en paix. Il y a la question de, certes, la souveraineté populaire, la souveraineté nationale, mais là, la question qui est posée aux Européens, et en effet, à quelques jours de ce sommet de l'OTAN, Irina, c'est à l'inverse, allais-je dire, cette capacité de déléguer la puissance étatique, la puissance d'un État, à une supranationalité européenne. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, les diplomaties européennes, elles concourent vers cet objectif-là? C'est-à-dire, est-ce que vous avez le sentiment d'une espèce d'harmonie diplomatique européenne pour qu'à lors de ce prochain sommet de l'OTAN, il se passe quelque chose qui confirme une sorte de réveil européen que beaucoup commentent, mais dont on ne sait pas encore s'il est vraiment en train de voir le jour de façon concrète? Bon, on est quelques semaines avant du sommet de l'OTAN, mais moi j'insiste aussi quelques semaines avant le Conseil européen d'été. Donc, dans le sein de l'OTAN, on parle souvent de partage de fardeau. Mais sauf quelques pays, sauf les pays du flanc oriental de l'OTAN, c'est-à-dire les pays baltes, la Roumanie, la Pologne, la Bulgarie, la République tchèque et la Slovaquie et l'Hongrie aussi. Personne ne comprend plus que nous qu'il s'agit de la substance du Conseil de partage de fardeau. Il s'agit tout d'abord de
d'augmenter les budgets de la défense. C'est quelque chose que la Roumanie fasse déjà il y a de quelques années. Mais c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les États-Unis. Et moi, j'ose dire que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup l'Europe parce qu'il faut que l'identité européenne et la défense et la sécurité européenne prise aussi de forme, mais il faut qu'elle prenne de vitesse aussi. Moi, je suis optimiste que tous les alliés au sein de l'OTAN vont regarder le sujet du partage des fardeaux d'une manière qu'on fait des progrès à cet égard, parce que c'est essentiel pour préserver la solidarité et la relation transatlantique. Quelques mots sur la défense européenne du point de vue de l'Union européenne. On a déjà adopté des documents extrêmement importants. L'une a été déjà mentionnée par nos collègues plus jeunes, la boussole stratégique. Et aussi, cette année, on a déjà adopté le plan pour consolider la défense européenne et le règlement pour mettre en œuvre cette identité, le règlement SAFE, qui donnera des opportunités pour toutes les industries dans le domaine de la défense de l'Union européenne. Peut-être en guise de dernière question, parce que je n'oublie pas qu'après c'est à vous dans la salle que l'on donne la parole. Je vous écoute et nous suivons tous bien sûr l'actualité des derniers mois. Est-ce qu'il n'est pas malgré tout en train de se passer quelque chose d'assez positif et vertueux, alors même qu'on vient de parler des erreurs diplomatiques, géopolitiques qui ont été commises? On a parlé de la Géorgie, on a parlé du sommet de l'OTAN de Bucarest de 2008, on pourrait parler aussi des accords de Minsk, les accords 1 et 2, c'est-à-dire de ces périodes où un certain nombre de dirigeants occidentaux avaient encore, j'allais dire, l'hubris de penser que l'on pouvait négocier avec Vladimir Poutine, que l'on pouvait contraindre Vladimir Poutine. On ne compte plus ces images fameuses, la fameuse grande table du Kremlin à laquelle se rendaient un certain nombre de dirigeants, dont Emmanuel Macron, mais on se souvient aussi du format de Normandie inventé pour dialoguer directement à 2, à 3, à 4. Plus personne, me semble-t-il, parmi les dirigeants européens, peut-être à l'exception de Fico ou d'Orban, ne parle d'essayer d'aller convaincre Vladimir Poutine, d'aller négocier avec Vladimir Poutine. Et ce qu'on entend à l'inverse, en effet, c'est une volonté forte de se réarmer, de muscler, de solidifier la défense européenne aujourd'hui. Est-ce que, selon vous, c'est un progrès? C'est une victoire? Est-ce que c'est une victoire pour la paix? Est-ce que c'est un échec pour la diplomatie? Il était grand temps, déjà, si on ne réagissait pas à ce choc, parce que l'Europe a connu plusieurs chocs ces dernières années. La première guerre déjà en Ukraine, l'annexion de la Crimée, moi j'entendais les grandes voix en Europe disant que ça y est, maintenant, cette période de paix qu'on a vécue après la fin de la guerre froide, donc ces 25 ans de la période post-guerre froide, c'est terminé. On referme la parenthèse maintenant, commence une période plus difficile d'affrontement avec la Russie. C'était en 2014 déjà. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas réagi suffisamment. C'est-à-dire on a augmenté à peine des dépenses militaires. L'Allemagne avait promis qu'ils passeraient à 2%. Ils n'ont jamais atteint 2%, ils sont restés à 1,5%. On n'a pas vraiment sanctionné la Russie. On a sanctionné un petit peu, mais pas de façon significative, afin de vraiment punir de leur action, de cette violation flagrante du droit international lorsqu'on annexe une partie de territoire d'un autre pays. C'était en 2014. Donc maintenant, en 2022, on a un choc encore plus fort. Entre-temps, entre 2014 et 2022, comme vous l'avez très bien dit, les dirigeants européens se sont succédés pour parler à Vladimir Poutine. Et l'illusion que chacun d'entre eux avait, et puis Poutine savait aussi très bien flatter leur ego, c'était chacun croyait, je parle des dirigeants des grands pays. Avoir une relation privilégiée. Avoir des relations privilégiées et d'être plus malin que les autres pour convaincre Poutine. Les Américains ont eu cette illusion aussi. George Bush, fils, Obama... et Donald Trump. Donald Trump, il l'a en ce moment. Donc il est encore dans cette illusion, il persiste et signe. Mais les autres dirigeants, tout le monde a eu cette illusion. Emmanuel Macron aussi, quand
quand il a même critiqué la diplomatie française en disant qu'il y avait le deep state qui a empêché la France de régler des problèmes avec la Russie et de ses invitations à Brégançon, etc. Bon, maintenant, Emmanuel Macron est à l'avant-garde dans les pays qui soutiennent l'Ukraine et est extrêmement critiqué et attaqué par les dirigeants russes. Mais 2014 n'a pas suffi. Maintenant, on a 2022. On a même 2024 et l'élection de Donald Trump, qui est également un choc, mais aussi violent, voire plus violent, parce que le pivot du monde occidental. On perd la protection fondamentale. Voilà, on perd la protection, on nous retire le tapis sous le pied, le tapis qui est l'OTAN et la protection américaine. Bah, si on ne réagit pas maintenant, c'est qu'on ne réagira plus jamais. Donc c'est le grand temps. Évidemment, on voit une mobilisation. Les Allemands opèrent une révolution copernicienne parce qu'ils se mettent, Merz a parlé de fiscal bazooka et qu'il fallait l'Allemagne se réarme et qu'il faut que l'Allemagne redevienne ou devienne une puissance militaire de premier rang en Europe. On voit comment fonctionnent les Polonais, les Nordiques, la Roumanie, etc. Donc oui, on voit un changement. Est-ce que ça sera assez ? Je ne sais pas. Moi, j'aimerais que ça soit davantage, qu'on ait davantage l'Ukraine, parce que dans la victoire de l'Ukraine réside vraiment, c'est là où se concentrent les espoirs de la survie de notre mode de fonctionnement en tant que démocratie, en tant que démocratie libérale. Tous les pays de l'Europe centrale, orientale, frontalier de la Russie regardent ce qui se passe en Ukraine, et les Ukrainiens sont aujourd'hui en train de se battre pour nous tous. Et il faut qu'on comprenne ça, et il ne faut pas qu'on lésine sur des moyens pour aider l'Ukraine dans cette guerre. Dernière chose, vous avez parlé de Fico et de Orban, qui sont vous avez dit que c'est les seuls qui continuent à parler à Poutine. Non, en fait, c'est les seuls ces deux-là, au contraire, ils apportent le narratif russe au sein de la famille européenne. Ils essayent de nous convaincre, nous, que finalement Poutine a raison. Et Orban est l'un des seuls dirigeants européens à être allé visiter Vladimir Poutine depuis l'invasion russe. Oui, il ne manque jamais l'occasion de... Amis pour la vie. Merci infiniment pour cette dernière réponse, Torniquet. On va maintenant faire circuler des micros dans la salle pour vos questions à vous et se garder ainsi 12 minutes pour vous répondre. Et nos formidables lycéens du lycée français de Bucarest vont poser la première question. Ah pardon, non, vous êtes en première année, vous l'avez dit tout à l'heure, à Paris 8, pardon. Je suis tellement emballée par ma visite de ce matin que j'ai envie d'y revenir. Non, c'est pas grave, ça se passe. Du coup, j'ai une petite question qui, je vous jure, c'est pas du tout une attaque, mais c'était une question qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux et parmi les jeunes aussi. Qu'est-ce que vous en pensez du caractère symbolique critiqué et attribué à la diplomatie? Parce que parmi la jeune génération, dans les réseaux sociaux, partout, à propos aussi de la guerre et tout, ils critiquent la diplomatie en tant qu'un truc symbolique qui ne marche pas, qui ne résout pas, avec aussi les exemples que les ONG ou par exemple l'ONU n'arrivent pas à faire passer les aides humanitaires ou à punir comme il le faut, ou donner des sanctions comme il faut aux gens qui font le conflit. Irina, peut-être voulez-vous répondre, oui, sur cette espèce d'échec du multilatéralisme ou de la machine onusienne qu'on voit particulièrement à l'œuvre, c'est vrai, à la fois depuis l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine, mais on n'en a pas parlé, et hélas, faute de temps, on aurait pu parler aussi de la situation au Proche-Orient. Moi, je crois qu'il y a deux parties de la question. Premièrement, il est vrai qu'on doit faire de plus. Et c'est aussi vrai que tout ce qu'on fait n'est pas non bien, mais efficacement communiqué. Donc, si on a des opinions que c'est une faillite de la diplomatie, du système onusien, du système multilatéral, etc., du système qui est en place après la Seconde Guerre mondiale, donc c'est une opinion. Mais si cette opinion ne reçoit pas de réponses claires avec tous les succès, ça c'est le problème du système multilatéral. Donc c'est un échec de communication.
pourquoi on est dans cette situation. Bien sûr qu'on a des opinions, qu'on a des acteurs qui n'aiment pas tout ce qui se passe. Mais c'est aussi, il s'agit de garder l'énergie et de l'investir d'une manière efficace pour le succès de la communication, pour communiquer tout ce qu'il est vrai. Merci. Merci pour votre question, mademoiselle l'étudiante. Et on va en prendre une autre, maintenant que vous avez ouvert le bal. Allez, un peu de courage, merci. Bonjour, je voulais vous poser une question. Pourquoi la Russie a déclenché la guerre entre l'Ukraine? Il y a forcément des raisons logiques pour déclencher la guerre, puisque déclencher une guerre, ça a beaucoup de conséquences. Je pense que la Russie a pas vraiment ses raisons, mais elle a dit forcément des raisons qui sont cachées ou pas. Je pense qu'il faut savoir ces raisons pour pouvoir résoudre la guerre, le problème, pour pouvoir négocier mieux. Je pense car la Russie a donné des raisons, mais ce ne sont pas acceptables pour des gens. C'est tout. Est-ce que vous les trouvez acceptables, ces raisons, quand vous les entendez formulées par Vladimir Poutine, pour que je comprenne bien le sens de votre question? Non, les raisons qu'il a données sont inacceptables. Ce ne sont pas vraiment des raisons logiques. Ouais. Mais certainement, il y a des raisons cachées. Car tu ne peux pas déclencher une guerre comme ça. Ça cause beaucoup de problèmes, dégâts. Ça s'appelle des guerres d'agression, hein, peut-être en géopolitique, et il l'est aussi aujourd'hui un certain nombre, heureusement, ce n'est pas la majorité de dirigeants politiques, dont mon voisin de gauche a très bien dit qu'ils avaient besoin de la guerre pour se maintenir au pouvoir, et généralement, vous aurez compris que ce ne sont pas des démocrates, mais plutôt des autocrates. Est-ce que quelqu'un sur ce plateau veut aller plus loin dans cette réponse? Juste pour dire que voilà, ça prouve l'idée générale que la guerre est une nécessité pour ceux qui ne peuvent pas diriger longtemps paisiblement. Et c'est justement là le point, et je vais joindre ma réponse avec la réponse à la première question. Comment on doit résister? La résistance, c'est l'intransigeance, le non-compromis de nos valeurs démocratiques, de nos valeurs des droits et libertés fondamentales. Parce qu'à chaque fois, on fait des petits compromis pour ne pas offenser l'autre. On commence par des petits autres, après les grands autres, ils font la même chose, et on est un peu dans cette hypocrisie dans les relations internationales. On crée beaucoup de précédents petit à petit, et après, quand on a besoin d'être critique vocalement à quelque chose qui se passe, on ne peut pas être très vocalement, parce qu'on a créé des précédents où on se taisait. Voilà. Peut-être pas inintéressant, Torniquet, pour répondre à la question de monsieur, de donner aussi quelques éléments, j'allais dire, biographiques et culturels sur Vladimir Poutine. Ça a été très documenté. On peut vous renvoyer à pas mal d'ouvrages si la question vous intéresse, mais sur ce qui a été beaucoup analysé de la nostalgie de l'Empire de Vladimir Poutine, qui a démarré sa carrière comme agent des services secrets soviétiques et qui, au fond, ne s'est jamais remis de la fin de l'URSS et n'a jamais voulu accepter la décision d'indépendance et de souveraineté de ces pays-là, alors même que des dirigeants de l'ex-URSS ont accepté les frontières de l'Ukraine, par exemple. On pourrait aussi vous renvoyer sur le fait que Khrouchtchev, en 1954, a offert, il est un dirigeant soviétique qui a
offert la Crimée aux Ukrainiens. Est-ce qu'au fond, il ne faut pas en revenir à l'histoire, à la fois pour comprendre pourquoi et au droit international, pour comprendre en quoi cette guerre d'agression est en effet inacceptable, et pour répondre à votre question plus finement, ce qui, dans la psyché de Vladimir Poutine, rend cette situation juridique et cet état de fait insupportable? Le facteur de Poutine est un facteur important, mais moi je pense qu'il ne faut pas s'arrêter seulement à l'individu Poutine, parce qu'il exprime aussi un certain état d'esprit, une certaine idéologie qui est partagée par beaucoup de monde maintenant en Russie, qui est l'idéologie impériale, et qui n'accepte pas, donc dans cette idéologie impériale, on n'accepte pas les frontières des États-nations. L'empire, c'est quelque chose qui est fondé sur l'idée, aussi délirante qu'elle soit. Et je vous invite à lire l'article que Vladimir Poutine a écrit quelques mois avant l'invasion de l'Ukraine, où il explique, si vous parlez des raisons cachées, c'est pas caché, il explique, il le dit que d'après lui, l'Ukraine n'existe pas. C'est quelque chose, c'est une invention moderne. D'ailleurs, c'est les soviétiques, parce que c'était un agent soviétique, mais c'est quelqu'un qui en veut à l'Union soviétique d'avoir donné. L'Union soviétique a donné une autonomie des statuts autonomes à différents peuples de l'Union soviétique. Et lui, il va au-delà de ça. Il dit que même ça, c'était une erreur fondamentale. Il veut revenir à la Russie tsariste, en réalité, qui est idéale pour lui, d'une certaine façon. Donc une domination de cette idéologie du monde russe, Ruski Mir, donc c'est ce qui est de nier l'existence des Ukrainiens, donc nation. Pour lui, l'Ukraine n'existe pas. C'est quelque chose d'artificiel. Et d'ailleurs, les radicaux nationalistes russes parlent de déukrainiser les Ukrainiens. Vous vous rendez compte? Donc, c'est-à-dire de les faire revenir dans l'identité russe. Ils disent que vous êtes dans l'erreur. En réalité, vous êtes des Russes. C'est aussi l'objet de ce crime horrible d'enlèvement d'enfants en Ukraine qu'on emmène en Russie et qu'on les éduque comme les petits Russes, pour les utiliser ensuite éventuellement sur le front, de les envoyer pour éliminer donc cette identité ukrainienne qu'ils affublent de différents adjectifs fascistes, nazis, ou etc. d'interdire la possibilité de parler en ukrainien dans les oblasts déjà occupées, contrôlés militairement dans par les zones l'armée occupées. russe. Donc il y a cette idéologie extrêmement puissante qui permet aussi à Vladimir Poutine de conserver le pouvoir, de cesser toute discussion sur d'autres sujets, sur la démocratie, sur l'économie, sur tous les sujets qui doivent se poser dans un pays démocratique où là, c'est le seul sujet maintenant depuis des années dans les médias russes, c'est l'Ukraine, c'est l'Empire, c'est le monde entier qui est contre nous, évidemment les pays occidentaux, et c'est cette idéologie de forteresse assiégée, et on n'a pas d'autre choix existentiel que d'absorber, d'attaquer, d'élargir notre territoire, sinon c'est la fin. Et ça, c'est le problème que la Russie connaît depuis très longtemps, parce que la Russie s'est refusée au moment de la dislocation de l'Empire tsariste, au moment de la dislocation de l'Union soviétique, de se penser en État-nation. La Russie, c'est un échec. La Russie continue à se penser comme l'Empire. Et au XXIe siècle, c'est plus la période des empires. Donc on est dans une espèce d'aberration où on continue le mythe impérial et on est forcément dans l'expansion territoriale. Après, les raisons que l'élargissement de l'OTAN, etc., c'est fait justement pour les publics occidentaux et ceux qui sont sensibles, qui sont contre l'aide occidentale à l'Ukraine et à l'indépendance des pays issus de la dissolution de l'Union soviétique. Oui, mais finalement, c'est vrai que c'est l'élargissement de l'OTAN qui a provoqué Vladimir Poutine. Non, c'est l'existence même de l'Ukraine qui provoque Vladimir Poutine. Oui, monsieur. J'ai juste un commentaire et une question. Le commentaire, c'est que Poutine aussi a fait son discours, je crois que c'était en 2007 à Munich, où tout était pratiquement dit. Hein. Oui, absolument. Vous avez parlé de Bucarest, de Minsk, etc. Moi, je fais remonter aussi ça au mémorandum de Budapest, où il y a une naïveté totale.
la dénucléarisation dénucléarisation. de l'Ukraine en échange de la reconnaissance par Moscou du territoire ukrainien, incluant la Crimée, précisons-le. D'où ma question, enfin pas ma question, mais moi j'ai fréquenté pas mal de diplomates. Je les admire, les diplomates, parce que moi je ne serais pas capable de faire ce qu'ils font. Je sortirais un peu. Je suis sorti d'ailleurs de mes gonds dans pas mal de circonstances. Mais est-ce que c'est uniquement de l'aveuglement, comme le dit Sylvie Kaufmann? Est-ce qu'il n'y a pas une part de naïveté également, ou de naïveté voulue, qui fait partie du je sais pas moi, du job, de la fonction. De la fonction. Et c'est un peu inquiétant, si vous voulez. Donc ça, c'est mon premier commentaire. Le deuxième, je suis très triste, moi, par rapport à la Géorgie, parce qu'il ne faut pas oublier que maintenant, la Géorgie, elle est bloquée dans son processus d'adhésion à l'Union européenne, contrairement à l'Ukraine et à la Moldavie. On peut le regretter, ou on peut dire non, c'est normal, vu la direction que prend la Géorgie actuellement, il ne faut pas transiger sur les valeurs. C'est une question qu'on peut se poser, parce que, en fait, l'Union européenne a failli en Géorgie en envoyant des missions pour mettre la Géorgie au standard de l'Union européenne et sur le plan de l'environnement, etc. Et en étant aveuglé ou naïf, ne voyant pas, par ailleurs, ce qui allait se passer en termes d'objectifs qui a complètement été atteint par Poutine. Poutine n'a pas besoin de vouloir, comme en Ukraine, prendre la Géorgie. Il a besoin d'avoir un État vassal en Géorgie. Ça lui suffit amplement après avoir conquis territorialement l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. Je passe à ma question, qui rebondit un peu sur ce que Émilie Aubry a dit. Comment l'Europe doit se mobiliser? Est-ce que c'est à travers l'OTAN? Est-ce que c'est à travers d'une diplomatie que maintenant on appelle diplomatie par la force? Moi, personnellement, j'y crois, mais je ne la vois pas se mettre en place, et je ne vois pas les diplomates véritablement se mobiliser, européens j'entends, pour cette diplomatie par la force. Et donc, alors je ne sais même pas si Kaja Kallas, elle est la représentante, la diplomate en chef de l'Union européenne. Madame Pesk. Voilà. Mais c'est elle, sa fonction qui devrait maintenant être mise en avant. C'est sa fonction qui devrait être complètement projetée sur cette diplomatie par la force qui peut se construire à travers les pays européens dans l'OTAN, mais qui devrait démontrer une espèce de cohérence et de synergie, même si on met Orban un peu de côté, pour montrer la force diplomatique, non pas de pays par pays par pays par pays, mais la diplomatie de l'Europe à travers représenter, illustrer, incarner par quelqu'un qui véritablement a une fonction et qui lui est dédié et le représenterait véritablement l'Europe. C'est valable pour l'Ukraine, c'est valable pour la Moldavie, j'espère que ça le sera pour la Géorgie. Ce que l'on pourrait peut-être essayer de résumer ou de condenser en se souvenant d'une sentence assez ancienne puisqu'elle nous vient de l'Antiquité, si tu veux, la paix prépare la guerre. Est-ce que l'on peut dire aujourd'hui, Irina, que c'est au fond la nouvelle doctrine stratégique des Européens, ou est-ce qu'on en est encore très loin? Oui, tout le monde dit Spacem, donc tout le monde, il faut que se prépare pour le pire, mais il est très important que cette fois-ci, on prépare pas à plusieurs vitesses. Il faut qu'on se prépare tous dans le même temps sur beaucoup de dimensions, tous liés à la défense européenne. Et c'est ici que je dois mentionner l'importance de recherche et de l'innovation. On a beaucoup des universités dans l'Union européenne, on a beaucoup des idées et beaucoup de spécialistes. Et il faut qu'on bâtisse ce lien entre les diplomates, entre les militaires, bien sûr, et aussi avec le concours des politiciens, parce que on n'a pas une autre solution efficace en ce moment. Et avec une réponse aussi aux guerres hybrides qui sont votre sujet principal, peut-être le mot de la fin. Bien sûr, et c'est aussi lié de concours de toute la société, parce que c'est un effort whole of society, comme nos amis anglophones le disent. Ouais. Merci. Tigrane, monsieur l'ambassadeur.
Il y a une phrase de l'ancienne Chine, je crois, ce qui ne mouve pas submerge. C'est ce que l'Union européenne doit faire. En regardant dehors de l'Union européenne. Je crois qu'il y avait un moment, et avec la Géorgie, et avec l'Arménie. Maintenant, on est en deuxième étape de ces relations avec l'Union européenne, où l'Union européenne a un peu essayé de calmer l'appétit des sociétés qui essayent de faire partie de cette grande famille. Ouais. Et je crois qu'en calmant l'appétit des pays limitrophes, ça a donné de l'appétit aux impérialistes. Aussi, oui. Merci beaucoup. Bonne conclusion, Torniquet, les mots de la fin. Pour répondre vraiment en quelques mots à la question qui m'a été posée par rapport à la Géorgie, qu'est-ce que l'Europe doit faire, en gros, Kaja Kallas, il faut bon, elle, quand elle dit quelque chose, elle parle au nom du 27. Le problème, c'est qu'on n'a pas l'unanimité au sein du 27. Et je pense qu'il faut qu'on dépasse cette idée de l'unanimité, parce que c'est aussi... Parfois, c'est pratique, on s'abrite derrière ce « oh, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? On n'a pas l'unanimité, les 27 ne sont pas d'accord », et on se cache un peu derrière le dos de Viktor Orban. Là, on a un problème que d'abord, on doit regarder à l'intérieur du 27, comment régler ce problème. Et ensuite, il y a énormément de choses que l'Union européenne peut faire, parce que la société est encore pro-européenne et très largement pro-européenne. Ces dirigeants géorgiens qui ont tourné le dos à l'Europe et qui mènent le pays à pas forcer vers la Russie, sont tout à fait sensibles à des sanctions. Pour l'instant, il y a très peu d'entre eux qui ont été sanctionnés. Croyez-moi que ces gens-là ne veulent pas vivre, ils n'envoient pas leurs enfants, leurs membres de famille se faire soigner ou étudier en Russie. Ils sont tous soit en Europe, soit aux États-Unis. Ils sont tout à fait sensibles à des mesures, des sanctions individuelles que pour l'instant on n'emploie pas. Et aussi, lorsque l'Union européenne maintenant a gelé un certain nombre de crédits au gouvernement géorgien et a promis que ces crédits seraient passés à la société civile, ces crédits ne sont jamais arrivés parce qu'il y a cette loi des agents de l'étranger qui interdit justement ces transferts d'argent. Il faut être inventif, il faut penser à autre chose. Comment aider la société civile, les médias en Géorgie pour que ce pays ne se transforme pas complètement en une deuxième Biélorussie, en évitant justement ces embûches que le gouvernement sème pour empêcher ce genre d'action. Merci infiniment à vous pour vos questions et à vous trois pour ce débat passionnant. Merci Irina, merci Tigrane et merci beaucoup Torniquet.